On te retire ta chaîne, tu dois recommencer de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Je sais très bien ce qui va marcher et pas marcher. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de cliquer? Il met une droite. Waouh, il faut que je clique quoi. J'ai besoin de savoir la suite de l'histoire. Et puis il y avait un monde avant ChatGPT et après ChatGPT. Je suis pas responsable de l'algo de YouTube. Par contre, je suis responsable sur combien de vidéos je mets sur YouTube. Ouais, la plupart des gros YouTubeurs font ça. Je te propose de parler un petit peu de YouTube. Ouais. Moi, je te propose un petit exercice mental. On te retire ta chaîne, tu as plus accès, tu peux plus faire de vidéos, tu dois recommencer de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas me mentir que sur le moment où ça arrive, je me dirais putain, je suis vénère. Je verrai si je peux m'en vouloir à moi-même pour savoir ce que je peux mieux faire la prochaine fois. Mais la réalité, c'est que je redémarrerai une chaîne day one, quoi. Genre, le lendemain, je démarre une chaîne. Et cette fois-ci, encore plus. Je sais très bien que ce que j'ai amélioré dans mes anciennes vidéos, donc je pourrais le faire. Je sais très bien ce qui va marcher et pas marcher. Je sais très bien là où il y a des trous dans le marché, sur ce qui est attendu, etc. Donc ça va aller encore plus vite. Eh ben, parlons. Comment tu t'y prends? Je pense que je prends 3 parties, quoi. Je me dis, ok, est-ce que j'ai envie toujours de me nicher en no-code, productivité, etc. La réponse est toujours oui. Ok. J'ai toujours la liste des anciennes vidéos. Je pense que 50%, je vais les refaire. C'est des vidéos long trend, tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est le no-code, outils, meilleurs outils pour, etc., etc. Là, c'est des vidéos qui vont se positionner sur la durée, et là, plus dans une logique de référencement, c'est ça? Exactement. D'être poussé quand quelqu'un recherche sur YouTube une réponse vis-à-vis d'une problématique précise, bah, par exemple, genre, qu'est-ce que le no-code, comment utiliser tel outil, etc. Là, l'objectif, c'est de remonter parmi les premiers résultats de recherche. Exactement. Et par la force de la qualité de ton thumbnail, donc de ta miniature et de ton titre, bah, c'est de générer un clic et un visionnage. Pour revenir justement sur les composantes d'une bonne ligne éditoriale sur YouTube, qu'est-ce qui fait une bonne miniature? Alors, c'est un sujet que j'ai tellement pensé. Une bonne miniature, c'est tu la regardes, même sans le titre, c'est oh putain, j'ai envie de cliquer. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de cliquer? Soit il y a un côté, on a démarré une loupe, donc on a démarré à quelque chose, mais on n'a pas donné la fin. Du genre, je mets une droite à Benoît et dans la miniature évidemment. Benoît pisse du sang. Évidemment, ça n'a rien à voir dans le B2B, ce genre de truc, mais en fait, j'ai envie de savoir, putain, je connais Benoît, je connais Choubam, il met une droite, waouh, il faut que je clique, quoi. J'ai besoin de savoir la suite de l'histoire. Donc, à ce truc-là. Là, évidemment, j'ai donné un exemple un peu extrême. On va pas mettre une droite à qui que ce soit, hein, mais en fait, on va créer un début d'histoire pour que la suite, on ait envie de la voir. Ça, c'est le truc. Donc, créer de la curiosité. La négativité, ça marche très bien aussi. Le côté, si tu cliques pas, tu perds quelque chose, ça marche très bien. C'est ça, une bonne miniature. Que tu as envie de cliquer. Déjà, merci d'avoir spoilé la fin de l'épisode avec la baston. Ça fait plaisir. On va faire ça en miniature d'épisode. On va faire des pauses, ça va être très gênant pour les thumbnails. Non, mais tu rigoles, ma vie, c'est ça. Je te montre mon drive, il y a... Mais tu m'avais montré. Ouais, mais c'est... Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais montré. C'était incroyable. Vraiment, un drive avec que des PNG de toi. Avec toutes les émotions, toute la palette des émotions humaines. Ouais. C'est incroyable. Mais alors donc pour résumer, soit ce qu'on appelle un information gap, créer une tension entre une information qui est suggérée et la résolution de ce conflit-là que tu crées. Une émotion primaire forte, que du primitif en fait. Émotion primaire forte, surprise, colère, odeur, etc. Ça tourne beaucoup autour de la curiosité et de la surprise. La visibilité aussi. Faut que ce soit simple à lire, simple à comprendre, très scannable. Ouais. Faut qu'en 2 millisecondes sur un téléphone tout petit, faut que ça soit compris. Parce que le truc, c'est quand on fait la miniature, on est sur un gros Photoshop comme ça, on fait attention à tous les détails. C'est ça. Alors qu'en fait, la personne, elle le voit, c'est comme ça, quoi. Faut qu'elle le comprenne. Un visage? C'est mieux si la personne te connaît ou on connaît ces éléments, donc le côté familiarité avec quelqu'un ou quelque chose. Si je connais un logo, si je connais une personne, je vais avoir tendance plus à cliquer que si je ne connais pas. Du contraste entre les éléments et dans les couleurs utilisées aussi? Il y a ce côté-là, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Je pense que le contraste, ça marche bien parce que ça pète aux yeux. Ouais, faut que ça soit vif, quoi. Ouais, faut que ça vive. Moi, le test que je fais, c'est, tu vois, quand t'as la vision un peu, quand t'es fatigué, tu regardes l'écran avec toutes les miniatures, tu balances ta miniature dessus et tu regardes si la tienne ressort. Et ça, c'est un bon test. Et du texte ou pas? Il y a 2 écoles. Si c'est pour redire ce qui a marqué dans le titre, ça sert à rien. Si ça vient accompagner tout ce qu'on a dit, pourquoi pas, pour quelques mots-clés. Je pense qu'il y a 3-4 mots, pas plus de 3-4 mots, je pense à dépasser, parce qu'après, c'est plus lisible, quoi. Et au moins 4 flèches rouges. Moi, j'aime bien les flèches rouges. Mais maintenant, c'est un style, quoi. Tu vois, parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Maintenant, je pense que en termes de composition de la miniature, moi, j'ai une règle de 3, c'est que je mets pas plus de 3 éléments dans une miniature, ça, pour pas embrouiller. Et j'ai une manière de lire la miniature, en tout cas moi, ou de gauche à droite un peu. Donc je me dis, faut qu'il y ait une histoire qui soit racontée de gauche à droite, quoi. Mais alors attention, ça c'est la théorie. Si je pouvais dans toutes mes vidéos mettre autant de temps qu'on s'est dit pour pouvoir réfléchir à la miniature, ça serait génial. La réalité, c'est que souvent je le fais pas, et donc il y a des fois c'est moins performant. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire.
Et tu parlais de performance, c'est quoi un bon taux selon toi de taux de clic? Le taux de clic sur YouTube est très fort les 3-4 premiers jours et puis après descend. Donc en fait, moi je regarde le taux de clic sur les 5 premiers jours. Et s'il a plus de 10%, c'est bien. C'est bien. S'il a 15%, c'est génial. S'il est à moins de 8, j'aurais pu faire un effort, quoi. Ça marche. Donc là, c'est un petit peu le benchmark général, ouais. Titre miniature, sujet, parce que en fait, tu peux avoir le super titre, super miniature, mais si ton sujet est pas intéressant, voilà. Mais voilà en gros les abacs au niveau des chiffres. Et c'est quoi les métriques que tu traques, quoi, sur YouTube, j'ai le CTR, donc sur chaque vidéo. J'ai le nombre de vues à 7 jours et le nombre de vues à 3 mois que je traque. Ça, c'est sur une vidéo. Ce que je traque surtout, ma North Star, c'est le nombre de vidéos publiées par mois. Donc et vraiment une métrique d'input. Exactement. Et c'est le truc le plus important, c'est pas se faire prendre dans des métriques d'output. Je suis pas responsable du nombre de personnes qui s'abonnent de manière directe ou indirecte. Je suis pas responsable de l'algo de YouTube. Par contre, je suis responsable sur combien de vidéos je mets sur YouTube. Je sais que le titre joue énormément. Pourquoi? Parce que non seulement le titre va générer, va être une partie prenante intégrante de est-ce que ça va cliquer, est-ce que ça va regarder ou pas, mais aussi parce que aujourd'hui, c'est le titre qui va déterminer le contenu de ta vidéo. Comment est-ce que tu fais un bon titre? Juste sur le titre qui va déterminer le contenu de ta vidéo, le titre va déterminer le pourquoi les gens vont cliquer. Tu peux faire un truc totalement différent de ta vidéo, mais c'est pas recommandé parce que sinon les gens vont pas te croire après. Tu as ça de Poisson Fécond. En fait, lui, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il part, le postulat de sa vidéo, il part du titre en fait. Ouais. Et il s'assure de faire le meilleur titre possible. Ouais. Et une fois qu'il a son titre, il s'assure que le contenu délivre. Ouais. La plupart des gros youtubeurs font ça. Okay. Part du titre et de la miniature. D'accord. Parce que c'est partir de est-ce que ça va plaire pour après faire entrer des gens dans la boutique, quoi, tu vois. C'est assez contre-intuitif quand tu commences. Parce que ça sert à rien de faire une superbe vidéo, de passer beaucoup de temps sur une vidéo si t'as un titre et une miniature pété. Et en fait, c'est assez contre-intuitif parce que dans le début de YouTube, quand tu commences YouTube, tu commences par mettre beaucoup d'efforts dans la vidéo, ce qui est tout à fait normal. Tu vois, là, dans le podcast qu'on enregistre, les gens qui sont encore là, c'est pas 100% des gens qui ont cliqué. Il y a un drop énorme au début d'une vidéo. 30% des gens partent de manière naturelle et au fur et à mesure, tu as un drop qui arrive. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, du coup, en termes d'impact, le titre à miniature a bien plus d'impact que la 57e minute. En fait, ça a plus d'impact. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait un bon titre? Appliquer les mêmes principes sur la miniature. Curiosité, open loop, tu vois, ce côté de gap dont tu parlais. Est-ce que tu as une info mais t'as pas le reste? Faut que ça vienne vraiment accompagner la miniature. Parce que c'est avant la miniature qui est vue avant le titre. Les gens, ils regardent la miniature et ils regardent le titre, ils cliquent. Et au même titre que moi, je recommande sur LinkedIn de commencer par l'accroche, que toi, tu recommanderais de commencer par le thumbnail et le titre? À full, ouais, totalement. Ouais. Le thumbnail aussi. Ah tu fais ta miniature. Ouais. Au moins une idée de ce que ça va être. Au moins, t'es un croquis, quoi. Mais parce que déjà, t'inverses la chaîne de production, qui fait que très souvent, en fait, tu vas bosser comme un fou sur ta vidéo. Exactement. T'arrives, t'es cramé. T'es cramé et t'as juste envie de, vas-y, c'est bon, on y va, quoi. Ouais. C'est quoi ta méthodologie, justement, de rédaction d'un bon titre de vidéo? C'est d'en écrire au moins 10 à chaque fois, même si j'en ai pas envie, même si je suis sûr d'un titre. Parce que ça oblige ton cerveau à être plus créatif. Et ce qui sort en premier, c'est toujours un petit peu ce qui est le plus pourri, généralement. Et qu'en fait, le temps que ton cerveau se mette en mode, ok, faut que la machine soit en dehors, il faut que t'en écrives, même s'ils se ressemblent. Et puis, il faut pas hésiter à aller plus. Donc, moi, j'en écris au moins 10. Et puis, il y avait un monde avant ChatGPT et après ChatGPT. Et que maintenant, j'en donne 3 et ChatGPT me donne les 30 autres. Il y a vraiment un monde avant 2023 et après 2023. Et je pense que pour les créateurs, c'est vrai. Pour les business entrepreneurs, en général, c'est vrai. C'est vrai pour tout. Et parce que ça va trop vite, ça va vite. Et je pense que typiquement, là où avant je passais 20 minutes, j'en passe 5. Après, j'ai plus de choix. Faut que je check, faut que je sois. Mais en tout cas, sur la partie aide créative, c'est assez fou. Donc ouais, maintenant j'ai dit brainstorm ça, moins de 70 caractères, parce qu'il faut pas que ça fasse plus de 70 caractères, sinon ça fait les 3 petits points sur mobile. Et donc, faut pas que ton titre soit trop long. Et maintenant, du coup, c'est ChatGPT qui m'aide beaucoup là-dessus pour faire ça. Et justement, ces 3 premiers titres que tu vas lui donner à extrapoler, en fait, c'est quoi les composantes d'un bon titre? Tu vois, c'est un peu comme la miniature, donc créer cette tension, etc. En fait, il y a plein de types de titres qui existent. Je pense qu'il faut beaucoup s'inspirer. Moi, je screenshot énormément de vidéos sur lesquelles je vais cliquer. Donc, il y a les listes qui marchent bien, les top quelque chose, ça marche bien. Okay. Les 9 quelque chose, ça marche bien. Les chiffres impairs. Voilà, chiffres. Ouais, chiffres impairs, ouais, généralement, je pense.
Ça a été mesuré cognitivement, ça. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un biais là-dessus, c'est que les gens sont de plus en plus intelligents et ils sont conscients, c'est comme le 1,99, tu vois. Je pense qu'on évolue aussi en tant que consommateur. Donc, c'est bien de prendre le contre-pied parfois aussi. Ça, c'est mon avis. Et puis après, il y a j'ai pas fait ça, voici le résultat. Franchement, j'ai une base de données, mais de 200 titres template, quoi. J'ai fait ça, voici ce qui m'est arrivé, voici le résultat. J'ai fait ça pendant tant de jours, voici ce qui s'est passé. Le truc va se faire exploser, voici pourquoi. Et en fait, ça dépend beaucoup de la thématique. Et je pense qu'il n'y a pas un template. Il y a centaines de titres, mais il n'y a pas genre le template qui marche à chaque fois, parce que sinon toutes les vidéos YouTube se ressembleraient. C'est toujours avoir un coup d'avance sur la méta. C'est un modèle mental qui s'appelle le Maya. C'est Most Advanced Yet Acceptable. C'est un modèle mental qui change absolument tout, qui te permet toujours d'être à l'avant-garde, mais pas suffisamment pour pas être à côté de la plaque. En gros, toujours chercher à rester dans la continuité de ce qui se fait en fait, pas dans la moyenne, de sorte à ce que les gens en fait comprennent ce que tu fais, mais suffisamment justement innovant pour apporter ce petit grain de nouveauté qui permet de te démarquer en fait. Et ça c'est quelque chose qui se constate de fou sur YouTube en fait. T'es toujours obligé d'avoir un petit edge en fait. T'es toujours obligé d'identifier cette petite innovation, d'avoir trouvé le petit framework de miniature, le petit template de titre qui va te permettre de te démarquer parce que tu as très très vite atteint une certaine homogénéité où au final tous les titres, toutes les miniatures se ressemblent et même les contenus en fait. Aujourd'hui, c'est quoi ton modus operandi classico-classique pour produire tes vidéos? Je pense qu'il y a deux phases, il y a deux manières de faire, pour moi en tout cas. Il y a la vidéo un peu templatisée, structurée, où je sais que ça va marcher, c'est baseline, tu vois, les X outils, la méthode, le tuto, le truc Notion. Tu parles de la structure, après tu déroules quoi. Voilà, tu déroules, tu sais que c'est bon quoi, tu vois. Donc ça c'est systématisable, c'est templatisable. Et après il y a les vidéos un peu différentes sur lesquelles j'ai envie de m'amuser un peu plus, avec un arc narratif, avec un peu plus de storytelling, avec des plans un peu différents. Je pense que c'est ça, tu vois, c'est avoir assez de kiff, parce que si je faisais que les premières vidéos, je me ferais chier. Et c'est ces deuxièmes vidéos qui me font un peu plus kiffer que je fais parfois, qui vont me dire ok, YouTube c'est cool quoi. Je suis là pour le long terme, donc je me dis pas faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, sinon ma vie est, tu vois. Mais c'est cool si j'arrive à prendre quelques vagues quoi, tu vois. T'es un surfeur dans l'océan quoi. C'est vraiment ça, c'est pas grave si t'as loupé cette vague, il y en a tellement qui viennent et t'es là pendant un bon petit paquet de temps dans l'eau. Donc comment on fait, tu vois? Soit tu te crames à prendre chaque vague et tu te loupes parce qu'en fait entre les vagues il y a très peu de temps, soit tu te dis ok, je vais attendre de reprendre mon souffle, je vais attendre tu vois, et comme ça à la fin de ma séance j'aurais pris pas mal de vagues et j'en serais ressorti pour pouvoir repartir après quoi, tu vois. La viralité c'est quelque chose de souhaitable selon toi sur YouTube ou pas? Pas pour moi. Je pense que c'est si tu regardes la croissance de ma chaîne, elle est très linéaire et je suis très content. C'est un vrai danger en plus la viralité. Ouais, parce que t'es pas émotionnellement équipé. Moi, c'est pas ce truc-là qui me fait peur. C'est plutôt ok, du coup, c'est quand la prochaine quoi en fait. Tu vois, là j'ai surfé cette vague. C'est quand la prochaine, il faut que je refasse la même chose. C'est une changère constante et puis t'as un sujet de thématique. Tu vois, comme tu disais, si demain, moi je fais une vidéo sur un truc hyper décalé de ce que je fais d'habitude. En effet, les gens qui sont venus pour la vidéo virale ne regarderont pas les autres. Mais si j'ai une vidéo, je sais pas, sur Notion par exemple, qui a plus de vues, je sais qu'il y a du watch time à faire parce que en fait, les gens sont là pour regarder d'autres vidéos. Et c'est vrai que ça, on en a pas parlé, mais YouTube pour moi est le meilleur média evergreen qui existe parce que tes vidéos sont vues et revues et proposées et revues et commentées au long terme. Et donc, ce que tu attends d'une vidéo qui fait un peu plus de vues, c'est qu'elle ramène du trafic sur toutes les autres si tu as un bon maillage en interne sur tes vidéos. Il faut que tes vidéos donnent envie d'aller regarder les autres pour que la personne rentre dans une session qui se dit ah ouais mais lui, ok, je vais aller au bout de la 4e vidéo, m'inscrire sur sa mailing list ou prendre un truc gratuit ou je sais pas quoi.